Retrouvez dans un instant à la librairie Ombre Blanche à Toulouse Frédéric Paulin, auteur de romans noirs, qui utilise comme matière première l'histoire récente. On lui doit en 2009 un premier roman intitulé La Grande Déglingue. Il présentait mercredi 5 mars 2025 les 2 premiers tomes de sa trilogie consacrée à la guerre du Liban, Nul ennemi comme un frère, paru en 2024, et Rares ceux qui échappèrent à la guerre, paru en 2025, aux éditions Agulot. Bonsoir et merci d'être avec nous ce soir pour accueillir Frédéric Paulin qui vient présenter ses 2 derniers ouvrages qui constituent les 2 premiers tomes d'une trilogie, Nul ennemi comme un frère et Rares ceux qui échappèrent à la guerre, publié aux éditions Agulot. Alors, cela dit, juste pour prévenir, entre guillemets, comme le 2e tome vient de sortir et que je me suis dit qu'il n'y avait peut-être pas grand monde qui l'avait encore lu, mes questions sont assez générales. Néanmoins, ce que je vous propose pour créer un peu plus d'interaction et de discussion, c'est que de ne pas forcément attendre la fin de la rencontre si vous avez des questions. Voilà. La seule contrainte, c'est que les rencontres sont enregistrées. Elles sont enregistrées dans ce micro pour faire des podcasts après. Donc, si vous avez une question à poser, il faut impérativement que je vous fasse passer le micro et la poser dans le micro. Voilà. Mais donc, si jamais, n'hésitez pas à lever la main en cours de route et je vous ferai passer la parole sans problème. Pour commencer, est-ce que tu peux nous raconter la genèse de cet immense projet, ce projet très ambitieux ? Oui, je peux essayer de raconter ça, plutôt, parce que je crois, pour en parler depuis quelques mois maintenant, en tout cas du premier opus, ça vient de loin, quoi. Ça vient de sans doute un moment où j'avais 10-12 ans, une époque où j'avais 10-12 ans et je voyais les informations à la télé. À l'époque, on n'était pas bombardé d'images via les réseaux sociaux ni les chaînes d'information en continu. Le soir, il y avait ce qu'on appelait cette grande messe du journal de 20h, et mon père était un aficionado, et on regardait le journal télévisé. Et je me souviens particulièrement de certaines images qui m'avaient troublé à l'époque. Le poste des casques bleus français, enfin des soldats français à Beyrouth, le Drakkar, qui s'écroule avec une soixantaine de soldats français sous les décombres, qui vont y laisser leur vie. Les images également, les photos tous les soirs. Il y a quelques cheveux gris qui doivent s'en souvenir également. De ces gens qui avaient été enlevés au Liban par le Hezbollah, Jean-Paul Kaufmann, Jean-Paul Carton, Michel Seurat. Oui, ils étaient 8-10 à un moment. Certains sont restés plus de 1000 jours aux mains de leur geôlier. Kaufmann est resté 1100 jours, je crois. Donc tout ça, ça me faisait réfléchir. Je demandais bien à mes parents qu'est-ce que c'est que cette histoire. Ils ne savaient pas trop me répondre et tout ça. Alors voilà, je porte cette histoire en moi depuis longtemps. Non que ça me prenne la tête, que ça m'empêche de dormir, mais j'avais cette idée un jour d'en faire quelque chose. Et bon, je suis devenu écrivain, je suis un peu lu, et donc voilà, j'ai la capacité maintenant de questionner ce moment-là. Ça, c'est l'aspect personnel, si on peut dire, mais l'aspect, disons, plus professionnel, c'est aussi que j'essaye de questionner la place de la France dans ce genre de tragédie. Pourquoi la France se retrouve partie prenante d'une guerre civile de l'autre côté de la Méditerranée. D'ailleurs, comme je l'avais fait pour la guerre civile en Algérie dans les années 90, précédemment. Voilà, mon objectif, c'est de savoir pourquoi on était là-bas aussi. Et pourquoi cette guerre, à un moment, passait la Méditerranée, et puis il y a eu une campagne d'attentats terroristes, il y a eu ces otages, il y a eu ces soldats tués, tout ça, et que la France en est venue à faire une guerre, disons, comment on pourrait la qualifier, de non conventionnelle, si on peut dire, avec l'Iran, le Hezbollah et l'Iran. Tout ça, ce sont des questions que je pose. Je suis
pas persuadé d'avoir les réponses, hein, mais j'estime que se questionner sur un moment de l'histoire récente, ça permet aussi de se retourner vers un présent qui est particulièrement compliqué. Et pour l'anecdote, quand on sort ce livre, moi ce livre il était écrit un an avant le 7 octobre 2023. Et après, avec tous les événements qui ont eu lieu, l'actualité a percuté cette sortie de livre. Oui. D'une certaine manière, mes éditeurs et moi, on se disait, on sort un truc un peu sur un sujet un peu compliqué, c'est une trilogie, qu'est-ce que ça va donner? Et on s'est aperçu que les lecteurs aussi ont fait le lien avec le présent, quoi. Et c'est terrible de dire ça, parce que c'est une tragédie, et ce qui se passe actuellement, hein, peut-être pire encore. Néanmoins, il y a eu, oui, ça s'est percuté. Ma fiction, d'une certaine manière, et la réalité, ça, c'est la genèse, si on peut dire. C'est déjà pas mal. Et alors, finalement, l'événement que tu racontes du Nraka, il arrive à la fin du premier volume. En termes de construction, est-ce que tu es parti de cet événement-là et est-ce que tu as construit ce premier opus à rebours, ou est-ce que et alors vient une autre question. Pourquoi est-ce que tu as choisi la date du 13 avril 1975 pour commencer ce roman? Alors, je ne l'ai pas construit à rebours à partir du Drakkar. C'est plutôt, justement, je voulais, moi, écrire un roman normal, si on peut dire, sur les otages du Liban, dont je parlais tout à l'heure. Et puis, je me suis dit, bon, allez, il faut quand même contextualiser un peu. Il faut quand même parler de ce qui s'est passé, pourquoi ces otages étaient otages. Et je me suis lancé dans une espèce d'histoire de cette guerre du Liban qui est extrêmement compliquée, qui fait intervenir beaucoup d'acteurs. Et pourquoi je commence en 75 par cette journée, c'est qu'on a officiellement dit que c'était là où cette guerre commençait. Pierre Gemayel, qui est le chef politique et militaire des Maronites, des chrétiens libanais, va assister à une messe dans une église. Grosso modo, il y a des Palestiniens qui passent en voiture, qui mitraillent la foule, enfin ce qui est resté de la foule parce que c'était après la messe, et un bus palestinien vient qui transporte des Palestiniens, pas que d'ailleurs, il y avait des chiites et des sunnites, mais traverse ce quartier chrétien et les chrétiens se vengent en mitraillant ce bus. C'est là où ça commence, quoi. C'est là où les Palestiniens vont sortir de leur quartier, enfin de leur camp, et attaquer les Maronites qui vont répondre. Les chiites, dans un premier temps, vont pas trop bouger. Mais bon, voilà, toutes les factions. On parle d'un pays qui a 18 communautés différentes en son sein. Déjà, c'est assez compliqué. Mais aussi un pays qui est entouré par des acteurs régionaux qui vont se servir de ce pays-là comme d'un champ de bataille politique, mais militaire aussi. J'entends Israël, l'Iran, qui à cette époque-là, en 79, devient le premier, enfin d'ailleurs le seul grand, plus maintenant parce que l'Irak l'est, mais le premier pays chiite. Donc tout d'un coup, il donne aussi une force à la communauté chiite du Liban, qui était jusqu'à présent considérée comme les déshérités du Liban et qui n'avait aucune voix au chapitre de la politique régionale. La Syrie aussi, qui n'a jamais caché que le père de Bachar el-Assad, Hafez el-Assad, disait que le Liban, pour lui, était une sous-préfecture de la Syrie. Beyrouth était une sous-préfecture de la Syrie. Donc les Syriens ont toujours considéré le Liban comme faisant partie de la grande Syrie. Peut-être, alors à juste titre, en tout cas historiquement, oui, ça fait partie de la Syrie. Ça a été séparé parce que anglais, français, lors de la colonisation, mais enfin bon. Tout ça fait qu'il y a plein de pays autour qui se font la guerre. Il faut se souvenir qu'on est aussi pendant la guerre froide, et donc il y a les Américains et les Russes et l'URSS qui se font la guerre aussi par communauté ou pays interposés aussi. Et puis il y a les Français, ancienne puissance
coloniale et qui se retrouve aussi dans cette partie du monde. Disons que nous, les Français, on voulait croire encore qu'on avait une force, une puissance dans notre ancien empire. C'est pas vraiment le cas et on va sans doute, on en a payé pas mal les frais, quoi. Alors justement sur le rôle de la France, tu l'expliques au début du livre que le lien avec de la France avec le Liban remonte à François Ier, au règne de François Ier, où on a donné à la France la responsabilité de protection des chrétiens d'Orient. Alors, est-ce que tu pourrais développer un peu ce que ça veut dire ? Parce que pour moi, je trouve ça finalement assez énigmatique quand même comme formule. Oui, le Liban à l'époque faisait partie de l'Empire ottoman, enfin de la Grande Porte, hein. Et effectivement, il y avait cette minorité chrétienne au Liban et François Ier a un peu négocié avec le sultan dont j'ai oublié le nom. Ottoman, qui lui a accordé le droit d'envoyer parfois des soldats, des navires pour aider ces chrétiens face aux musulmans. Là où on intervient réellement, c'est au milieu du 19e siècle, lorsque Napoléon III envoie des soldats pour protéger les chrétiens qui se font, là, pour le coup, massacrés par les Druzes, essentiellement, quoi, dans la montagne, dans le Chouf. Là. Et donc voilà, là, on pose le pied au Liban, réellement, et après, ça va être un protectorat colonie française, et c'est nous qui allons pousser à la création de... Enfin, lorsque l'indépendance arrive, lorsqu'on a, en 1943, on accorde l'indépendance au Liban, voilà, on a poussé à la création d'une constitution un peu étonnante qui donne le pouvoir à certaines factions, communautés. Le président de la République est maronite depuis 1943, le chef de l'armée également, le Premier ministre est sunnite et le chef du Parlement, le président du Parlement, est chiite. Voilà, on s'appuyait plus ou moins sur le rapport de force démographique à l'époque. Ce rapport a complètement changé. Clairement, d'abord parce qu'il y a des Palestiniens qui sont arrivés et puis que les communautés ont évolué différemment. Par exemple, les chiites sont beaucoup plus nombreux actuellement et on n'est pas loin de penser, mais il n'y a pas eu d'autres comptages, hein, on ne sait pas trop, mais on n'est pas loin de penser que la minorité chrétienne est vraiment une minorité, quoi, au Liban. Oui. Donc, mais ils sont encore, ils disposent encore de la présidence et de la direction de l'armée. Voilà. C'est un peu étonnant, ça parle d'une autre époque de nos jours. Et est-ce que ce mandat de la France a été un des éléments déclencheurs de cette guerre civile ? Pas directement non plus, mais on a tout le temps, nous, un problème, enfin on a eu un problème, j'ose espérer. Lorsqu'on arrivait dans un pays, on s'appuyait sur une minorité également. Enfin bon, donc alors effectivement, les Français se sont appuyés sur la minorité chrétienne, comme ils l'ont fait d'ailleurs dans certains pays d'Afrique et au Rwanda. Même si c'était pas les Français, c'était les Belges plutôt, mais on s'appuyait sur les Tutsis. Voilà. Lorsque l'indépendance arrive, les minorités majoritaires sur lesquelles on ne s'est pas appuyé vont demander des comptes aussi. Alors, je pense que de toute manière, moi je suis pas partisan de l'idée qu'on entend ça et là, comme quoi la colonisation n'était pas qu'une mauvaise chose, qu'on a fait des bonnes choses. Je ne le crois pas du tout. Même si la colonisation, parce qu'on parle plus de protectorat au Liban, était sans doute moins violente qu'en Algérie, à Madagascar ou en Afrique centrale, mais il y avait quand même une imposition de normes et on favorisait une communauté par rapport à une autre. Quoi. Donc je pense qu'on a aussi sans doute semé quelque chose qui a pu évoluer. Maintenant, la guerre, c'est aussi une déstabilisation plus régionale. C'est lorsque, au début des années 70, les Palestiniens qui sont accueillis en Jordanie tentent un coup d'État et sont virés de Jordanie par le roi Hussein.
lors de Septembre Noir, les Libanais les accueillent. Et les Palestiniens arrivent avec armes et bagages, avec armes surtout, et continuent à faire la guerre à Israël, continuent à faire la guerre à différents acteurs régionaux. C'est ce qui va déstabiliser aussi. Le Liban, on a beaucoup parlé de l'âge d'or du Liban, c'est-à-dire que tout d'un coup, avant 75, c'était super, toutes les communautés vivaient en bonne entente. C'était pas réellement le cas. Il y avait déjà eu des gros problèmes, des tentatives de coup d'État en 58. Les Américains débarquent en 58, les GIs américains, pour rétablir l'ordre. Il y a des micro-conflits comme ça, et puis on sent qu'il y a une tension qui augmente et qui va exploser en 75. Non, mais rien ne sort. En fait, c'est ça la leçon de l'histoire et possiblement du roman. C'est que rien ne sort de nulle part. Le problème israélo-palestinien n'a pas commencé le 7 octobre 2023. Ça fait des décennies, ça fait plus d'un demi-siècle qu'il y a un problème. Là, on a tendance à se souvenir, et tu parlais de la date du mitraillage du bus. Officiellement, c'est le début de la guerre, mais... peut-être pas. Ça fait partie de la discipline d'histoire, de toute façon, de donner des dates, j'imagine, des repères. Ouais, voilà, c'est vrai. Mais il faut toujours penser qu'il y a quelque chose avant, quand même. Et d'ailleurs, la fin, c'est pareil. Moi, je m'arrête en 1990, l'accord de Taïf, qui met officiellement fin à la guerre civile au Liban. Quand on voit ce qui se passe actuellement, quand on voit qu'en 2006, il y a eu une vraie guerre entre le Hezbollah et Israël, qu'il y a des assassinats, il y a des bombes qui explosent ça et là, il y a toujours des affrontements entre les chiites dans le sud du Liban avec l'armée israélienne. Ça s'est pas arrêté, quoi. Ça prend une autre forme, ça prend quelque chose de moins visible dans les livres d'histoire, mais ça continue, quoi. Enfin, en tout cas pour la région. Là. J'avais relevé justement, parce que c'était une de mes questions sur quand est-ce qu'on... Enfin, comment dire, est-ce qu'il y a un moment, effectivement, on peut dire, là, c'est la fin. Et j'ai une petite citation donc, qui concerne le capitaine 19, donc, qui est le personnage qui travaille pour la DGSE. 19 ne croit plus que la guerre au Liban pourra être gagnée par tel ou tel parti. En presque 20 ans de carrière, il n'a jamais pensé qu'une guerre pourrait ne jamais finir. Mais au Liban, la guerre pourrait ne jamais se terminer. Ouais, c'est possible. De toute manière, toute guerre, d'abord, est écrite par le vainqueur, souvent. Bon, c'est une chose. Mais il faut bien voir que les périodes historiques sont aussi vues de différentes manières selon les acteurs qui y participent. On prend la Deuxième Guerre mondiale, chez les Chinois, ça a commencé par l'invasion japonaise en 1937, je crois, et ça se finit lorsque Mao prend le pouvoir en Chine. Enfin, c'est beaucoup plus long. Nous, c'est 39-45 parce que ça nous touche, mais les Américains, ça s'arrête pas, ça s'arrête avec Hiroshima et Nagasaki l'été suivant la mort d'Hitler. Enfin, je veux dire, voilà, l'histoire c'est quelque chose de très, j'allais dire très personnel, en tout cas de très. J'allais dire aussi, justement, j'allais faire un rapprochement, j'allais dire que c'est forcément quelque chose de subjectif aussi, puisque ceux qui l'ont vécu en portent les conséquences. Dans l'un de tes précédents romans, La Grande Peur du Petit Blanc, c'est quand même aussi justement sur les conséquences que peut avoir une guerre des années et des années après. Voilà. Oui, et puis elle se finit pas comme ça chez les gens qui y ont participé. Mais en plus, au Liban, on n'a pas. Moi, j'ai rencontré des fois, je rencontre des jeunes franco-libanais, quoi, dont les parents ont quitté la guerre, ont quitté le Liban parce qu'il y avait la guerre, qui sont jamais allés au Liban ou très peu. Mais ils disent, on n'enseigne pas cette guerre-là au Liban. Et je posais la question à un franco-libanais, et je lui dis, mais l'histoire s'arrête quand? Et il me dit, c'est en 1943, l'indépendance. Sinon, on n'enseigne pas l'histoire. Alors voilà, quand un pays n'enseigne pas sa propre histoire, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème parce que le peuple ne peut pas
faire son deuil, comprendre ce qui s'est passé et tout ça. Mais bon, il faut dire aussi que au Liban, les gens qui dirigent actuellement, politiquement, économiquement, le Liban, ont souvent les mêmes patronymes que les chefs de milices qui ont fait la guerre et qui ont tous, de toute communauté, du sang sur les mains. Et c'est pas bon de rappeler ça aussi. Peut-être une supposition. Bonsoir. J'ai pas encore lu les 2 ouvrages dont on parle ce soir, mais ce qui m'avait frappé dans ceux sur l'Algérie, c'était votre capacité à documenter un contexte et à rendre sa complexité compréhensible. Donc la question qu'il y a derrière, et sans évidemment dévoiler vos sources ou n'importe quoi, mais c'est plutôt savoir comment vous travaillez en termes de documentation. Est-ce que vous travaillez plutôt en chambre à travers l'étude de l'histoire, ou est-ce que vous allez sur place, est-ce que vous rencontrez des gens, vous avez des sources, enfin voilà. Là, enfin, ce que vous pouvez nous dire, évidemment, il y a des choses. Bien sûr, je peux tout vous dire. Je peux tout vous dire, d'autant plus que moi, je travaille à partir d'open source, de sources ouvertes. Hein. J'ai même pas un ancien de la DGSE ou un ancien terroriste qui est venu me voir en me disant tiens, j'ai 2 ou 3 trucs à te filer, tu vas voir, ça va détonner dans ton bouquin. C'est pas du tout ça. Je suis pas journaliste, je suis pas historien non plus. Alors j'ai une formation d'historien, j'ai été journaliste, mais je suis romancier. Donc je travaille vraiment sur une documentation que tout le monde, à laquelle tout le monde peut accéder. C'est du boulot. C'est quand même un peu de boulot. Non, je dis ça, on en parlait avec une dame qui m'a croisé dans la rue, qui m'a dit vous êtes Frédéric Pollin, donc, qui est là. Et donc je vais répéter, mais des fois mes gamins me balancent des trucs, ils me disent tu bosses pas, toi. Ils me disent, ils ont 10 et 14 ans, ils se permettent cette arrogance vis-à-vis de leur père encore. Plus tard, ils comprendront. Et ils me disent tu vas dans un hôtel, tu parles devant des gens, c'est pénal. Et je leur dis non, j'essaye de leur dire mais non, c'est du boulot, tu peux pas. Et je leur fais voir mes bouquins, je leur dis quand même pour écrire ça, bon, c'est pas des pages blanches. Et moi-même, je prends conscience que c'est quand même un boulot. Alors c'est un boulot. Que je souhaite à tout le monde d'aimer son boulot comme j'aime le mien, quoi. Enfin, moi, c'est un truc qui me fascine de tirer le fil de la pelote, d'abord de la masse documentaire que je réunis, mais aussi de l'histoire d'une certaine manière. C'est quelque chose de donc c'est du boulot, mais c'est un truc qui me passionne. Enfin, voilà. Donc source ouverte, pas de scoop. Et je vais vous dire aussi un truc, c'est que j'ai jamais mis les pieds au Liban, quoi. Je dis ça parce que il y a des Libanais, et ça m'est arrivé pour l'Algérie également, qui voulaient pas me croire que j'avais jamais mis les pieds. Alors j'ai réussi. Là, je me dis que j'ai réussi un coup. Alors d'écrivain qui est quand même ah ouais, non, c'est pas possible. On peut pas. Il y en a un qui m'avait dit on peut pas parler de la Casbah comme ça à Alger sans y avoir mis les pieds. J'ai dit non mais jamais j'ai mis les pieds, quoi. Et j'ai pas eu l'occasion. Alors j'avoue que là actuellement j'irais peut-être pas mettre les pieds en ayant parlé de la guerre civile dans les années 90 en Algérie, c'est un peu tendu. Par contre au Liban, bien évidemment, alors l'Algérie m'a passionné aussi, mais le Liban, j'ai découvert un pays vraiment génial. Enfin, d'abord artistiquement, le roman libanais est super, le cinéma libanais est super, et il y a tout le temps la guerre civile qui est hors cadre un peu souvent, on sent que ça a été quelque chose d'assez déstructurant en fait pour les communautés, pour les familles et tout ça, mais constitutif également. Donc et je devais aller au Liban apparemment pour le salon du livre libanais, quoi. Sauf qu'il s'est passé ce qui s'est passé, les Israéliens sont rentrés au Liban, le Hezbollah, et il n'y a pas eu de salon du livre cette année, quoi. Mais il se peut que j'y aille l'année prochaine, apparemment, on a quelques sons comme ça. Donc j'irai avec joie, ouais, j'irai. Voilà, pour comment je bosse, en tout cas un petit peu. Ça, c'est une partie de ton boulot, parce que tu as dit que tu n'es pas historien, tu n'es pas journaliste, tu es romancier. Et donc, en plus de tous les personnages réels qu'on croise dans tes romans, il y a aussi les personnages que tu as imaginés toi. Et comment, alors pour quelqu'un qui n'est que lecteur, c'est un mystère complet, comment tu fais pour aller... Quelle liberté tu te donnes pour aller mettre là au milieu des personnages qui n'existent pas, qui sont une pure invention de ta part, et qu'est-ce que tu te permets, qu'est-ce que tu t'interdis justement à partir de là?
Ah ben moi, la grande histoire, je la travestis pas. C'est vraiment un truc. Comment on pourrait dire, ma déontologie personnelle, c'est de pas modifier les faits qui sont documentés. Donc je blinde cette documentation. Tout ce que je dis avec la grande histoire avec un grand H, j'allais dire un grand I, un grand H. C'est pas grave, c'est pas enregistré. Hein. Ouais, c'est bon. Je la blinde, je veille à pas la travestir, aller au plus loin de la documentation pour m'approcher de la réalité. Alors, comme je disais tout à l'heure, il y a différentes histoires selon les pays, selon les époques et tout ça, mais enfin bon, j'essaye de m'approcher. Ma fiction, par contre, je la glisse dans les interstices un peu de cette grande histoire, hein, parce que l'histoire n'est pas complètement documentée. Mes personnages font des choses qu'ils auraient pu faire. C'est un peu bizarre pour des personnages fictionnels, mais oui, c'est ça. Mes personnages font des choses qu'ils auraient pu faire, et en fait, ils éclairent les parties sombres de la grande histoire, les parties non documentées, si on peut dire. Voilà, ils me servent à ça. Je viens de perdre un peu le début de la question, mais enfin, voilà. Mes personnages servent aussi, peut-être, et ça c'est... pour le roman, mes personnages servent à entraîner le lecteur aussi dans une histoire tragique, terrible, une guerre de 15 ans qui fait 250, 300 000 morts. Et ben, le lecteur, j'ose espérer qu'il peut s'appuyer sur la fiction, sur les histoires d'amour de mes personnages fictifs, leur passé, leurs failles, leur côté parfois héroïque au sens romanesque du terme. Enfin, j'ai des personnages qui sont parfois des héros de romans noirs, quoi. Et ça permet aussi de s'avancer dans cette histoire. J'aurais eu du mal, je pense, à moins de m'avancer comme historien en disant je vais vous parler de la guerre du Liban et c'est pas rigolo, mais moi c'est pas mon propos. C'est aussi raconter une histoire sur cette histoire qui a vraiment eu lieu, et donc les personnages sont cette bouée un peu sur laquelle on peut s'appuyer et on peut avancer, je pense. Par rapport à ça, comment vous faites? C'est-à-dire que vous avez, comme vous l'avez dit, vous avez les documents. Vous documentez fortement pour votre histoire et la fiction. Donc vous partez de la fiction et ensuite les documents, ou vous trouvez votre histoire à partir de ces documents-là? Non, c'est la documentation qui commence quand même. C'est un truc, et c'est ce que je disais, quand j'étais gamin, bon, j'avais ces images dans la tronche, mais devenu adulte quand même, je m'intéressais à cette histoire, malgré tout. Un article de journal, un numéro spécial sur le Liban, je le prenais, je le lisais, et j'ai commencé à voir des films, à lire des romans. Et à un moment, je me suis dit, je vais écrire là-dessus. Mais la documentation précède ma fiction, si on peut dire. Et c'est un moment où je vais trouver, j'aurais du mal à expliquer comment d'ailleurs, hein, honnêtement, mais je vais trouver des personnages qui vont s'intégrer dans cette documentation, qui vont pouvoir suivre les différentes, parce que pour le Liban, il y a différentes frises chronologiques, selon les communautés, selon les pays et tout ça, et qui vont pouvoir suivre ce mouvement historique, quoi. Donc ils viennent après. Cependant, la documentation continue, même pendant l'écriture du manuscrit. J'écris, tout d'un coup, je me dis, ah, mais là, je suis pas sûr d'un truc, je vais voir un truc, je renforce la documentation, et c'est là, parfois, où je m'aperçois, je me dis, ah non, mais attends, mon personnage, il peut pas être là, schématiquement, de manière caricaturale, mais il peut pas être à Paris et à Beyrouth en même temps, alors que quasiment en même temps, il y a eu 2 attentats ou un truc comme ça. Il ne peut pas les voir, les deux. Donc, il faut que je modifie la fiction. Parce que la documentation prime sur la fiction d'une certaine manière. Ouais. Et enfin, voilà. Donc, la fiction vient après la documentation vient sur la fiction. Et puis après, évidemment, il y a un travail peut-être aussi avec les éditeurs de relecture, et parfois il faut ajuster. Ouais, il faut un entre-deux. Le risque, je m'en aperçois maintenant, et quand j'écris, maintenant ça fait quelques années que j'écris, et ce type de bouquin, disons du roman, histoire récente, politique, géopolitique, mais du roman aussi d'espionnage, je m'aperçois qu'il faut pas... Le risque,
c'est aussi de ne pas tomber dans une espèce de pas insérer ce qu'on pourrait qualifier de fiche Wikipédia ou de longs pensums, même universitaires, qui pourraient expliquer les trucs. C'est un peu le risque. Moi, je suis dans le roman et donc la fiction doit quand même, d'une certaine manière, tirer la documentation. C'est vraiment un effet de balancier. Je dis ça, là, je suis en train d'essayer de théoriser le truc, mais je ne suis pas capable quand j'écris. Enfin, je le fais aussi. Là, j'essaye de poser des mots et des manières de faire. Quand j'écris, ça me vient un peu naturellement, quoi. Frédéric Paulin, autour de Nul ennemi comme un frère et rares ceux qui échappèrent à la guerre, paru aux éditions Agulot, mercredi 5 mars 2025 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse. Toujours sur les personnages, est-ce que il y en a quand même un certain nombre entre les personnages justement fictifs et les personnages réels. Est-ce que avoir aussi autant de personnages, ça te permet de plus facilement rester dans un dans un équilibre et de ne pas tomber dans le manichéisme, c'est-à-dire de pouvoir prêter justement une voix et une opinion à plusieurs certainement, communautés. Oui, souvent je me dis que oui, il y a beaucoup de personnages, effectivement, mais et plus on a de personnages aussi, plus on a même s'ils sont fictifs, mais témoins, quoi. C'est-à-dire, c'est comme dans une enquête journalistique ou policière. Voilà, plus on a de témoins, plus on va se rapprocher peut-être de ce moment de vérité, quoi. Enfin, de réalité, en tout cas. Et donc, j'ai beaucoup de personnages pour ça, sans doute. Mais j'ai beaucoup de personnages qui ont existé aussi. Oui. Voilà, je mélange. Et dans l'affaire du Liban, de cette guerre civile du Liban et toute cette période historique, je me suis aperçu que parfois il était plus compliqué d'ailleurs de créer des personnages fictifs attachants que de décrire des gens qui ont réellement existé. Parce que en lisant des biographies, des témoignages, je suis tombé quand même sur on les connaît. Un type comme Mitterrand, comme Chirac, ce sont des personnages de romans à part entière. C'est quand même des gens qui ont eu des vies exceptionnelles, qui sont des fins magouilleurs, des fins connaisseurs de la chose politique et tout ça, et qui, sans doute, se sont permis des choses à la limite, voire au-delà de la légalité, quoi. Ça, c'est une chose. Quand on parle de Pasqua, par exemple, alors là, on tombe dans le roman. Alors, il faut se méfier. Pasqua, c'est pas un personnage pagnol qui est super. C'est un, entre guillemets, c'est un tueur, quoi. Il n'y a pas beaucoup de complexe à détruire un ennemi politique. Voire un ami d'ailleurs, c'est ce qui fait sa force. Et plus encore, il a certaines personnes autour de lui, Pasqua, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Charles Marchiani, quoi, alors lui qui est quand même le type qui commence comme espion, qui finit comme préfet, qui passe par la préfecture du Var et qui finit comme détenu dans une prison. Enfin bon, c'est quand même le type. C'est quand même le mec qui a sauvé certains otages des geôles du Hezbollah. Jean-Paul Kaufmann dit que lui voue une amitié indéfectible parce qu'il dit que c'est grâce à lui qu'il est encore vivant, quoi. Et Marchiani, il est capable de choses il se retrouve dans la banlieue sud de Beyrouth, le fief du Hezbollah, des chiites, quoi. Il ne parle pas l'arabe, il parle très peu l'anglais. Bon, il est entouré de quelques personnes qui parlent l'arabe, qui sont des Libanais, mais lui, il est capable d'y aller, de discuter avec des gens, de se retrouver avec une Kalachnikov sous le nez, de repousser le milicien chiite en lui disant si tu nous fais des problèmes, mes amis corses sauront te retrouver, quoi. Et le mec, c'est la Corse Connection, quoi. Enfin, la mafia corse, les amis de Pasqua, et lui, il en est. Et ce qui est assez étonnant, c'est que Iskandar Safa, qui est un maronite qui le suit dans ses pérégrinations pour négocier la sortie des otages, à la demande de Pasqua et de Chirac, il raconte que lorsqu'il dit ça, quand il repousse le type avec sa Kalachnikov en lui disant « Fais gaffe, hein, mes amis corses vont venir te faire la peau », ici, dans la banlieue sud de Beyrouth,
le jeune, ouais, il veut en découdre un peu, mais il y a les plus vieux, les officiers qui sont là, repoussent les jeunes miliciens, et que Safa, il dit, moi je vois dans les yeux des types qu'ils ont compris, quoi. Et qu'ils savent que Marchani, il déconne pas, quoi. Et, c'est hallucinant, ça. Alors ça, moi je me dis ça, je lis ça, je dis, ok, comment je fais croire au lecteur que ça c'est vraiment... Il y a mon éditeur, mes éditeurs qui est là, et je me dis, comment Sébastien va accepter ça. Il va dire, oh, arrête tes conneries. Quoi qu'il connaît assez bien le milieu politique de ces années-là pour... Mais quand même, à un moment, on se dit, mais comment on fait croire à la réalité, quoi, dans un roman? Et il y a des trucs... Et donc, je tombe quand même sur des gens assez hauts en couleur qui ont vraiment existé. Et moi, il faut que je me démerde pour rendre ça plausible, pour rendre la réalité plausible parfois. Ouais, c'est assez... Et pour trouver des personnages de fiction qui vont aller en adéquation avec ça aussi. Ouais, enfin, c'est tout à fait. Un équilibre parfois bien difficile à trouver. Alors, dans tes deux trilogies, il est effectivement beaucoup question du rôle de la France à l'étranger. Est-ce que c'est aussi un moyen, on parle pas mal ces dernières années en littérature de point de vue situé, est-ce que c'est aussi, est-ce que c'est aussi un moyen pour toi de t'accorder, de trouver une légitimité à parler d'un conflit qui n'a justement pas lieu dans ton pays? Ah bah, je sais pas si j'ai besoin d'une légitimité en tant qu'écrivain pour parler de ce que je veux, quoi. Enfin, c'est une question. C'est parce que c'est une bah question. Moi, je t'agresse pas. Non, j'ai peut-être ce côté arrogant là, mais non, pas du tout. Je pense qu'un écrivain peut, c'est un peu, on pourrait avoir un débat là. En plus, la cancel culture et tout ça fait que c'est un vrai questionnement en ce moment. Moi, je pense que effectivement, mais sauf que je répète ce que je disais tout à l'heure. Mon objectif, c'est aussi de parler de la responsabilité de la France, quoi. Et ces 3 livres sur le Liban, ce sont aussi 3 livres d'aller-retour entre la France et le Liban. Voilà. Quelles sont les conséquences de cette guerre en France, mais quelles sont les conséquences également de la politique française sur la guerre du Liban? Parce qu'il faut bien voir que dans ces années-là, la guerre du Liban, qui se passe au-delà de la Méditerranée et pas sur notre territoire national, a une importance et sans doute une influence sur la vie politique française, quoi, et donc la France en général. Tout d'un coup, faire sortir les otages français du Liban est devenu une possibilité pour un camp, le PS ou le RPR, de gagner des élections, quoi. Enfin, c'était aussi ça. Alors, ce qui pousse à des situations d'un cynisme d'un très très haut niveau, c'est que un camp comme l'autre va essayer soit d'accélérer la sortie des otages, soit de freiner la sortie des otages. Parce que, disons, prenons la droite, qui est pas aux affaires de 81 à 86, c'est Mitterrand, c'est les socialistes. Eux, ils essayent de faire sortir les otages, mais Chirac et Pasqua comprennent qu'il ne faut pas qu'ils en fassent sortir. Il faut que ça soit la droite, une fois aux affaires, qui fasse sortir les otages. Comme ça voudra dire que la droite est capable de faire ce que la gauche n'est pas capable. Et en vue, il y a les élections présidentielles de 88 que Chirac pourrait gagner. Donc c'est quand même... bon, voilà, la politique est cynique, on le sait, moi j'en suis persuadé, mais quand même, voilà. Ce qui fait que peut-être que Kaufman, qui reste plus de 1100 jours aux mains du Hezbollah, peut-être que c'est aussi à cause de ça, pas totalement et essentiellement, mais on peut se poser la question. Si Michel Serra meurt aux mains du Hezbollah dans un sous-sol de la banlieue sud, c'est peut-être à cause de ça. Enfin, je veux dire, c'est des questions à voir, quoi. Enfin, ce qui se passe à Paris, dans les états-majors des grands partis politiques, peut avoir des conséquences directes. Voilà, est-ce que... Bon. C'est pour ça aussi que je m'intéresse à ce conflit libanais qui ne s'est pas passé chez moi, mais... de cet angle-là. Ouais, de cet angle-là.
Et alors, donc on parle du Hezbollah. Enfin, voilà, justement, la trilogie a aussi, je pense, pour but effectivement d'en expliquer un petit peu les origines. Dans la trilogie précédente, tu revenais aussi aux origines du djihadisme. Je trouve que ce sont deux mots qu'on a entendus répéter dans les médias partout ces dernières années, et derrière lesquels on met beaucoup de choses et aussi des espèces de fantasmes, voilà, de chacun, voilà. Est-ce que justement c'était aussi ton but de alors pas de tuer toutes ces idées reçues, mais justement de dire bah voilà, ces deux comment dire, ces pas idées, ces deux mots, enfin bref. Ouais. Elles s'originent quelque part, elles ont un vrai contexte. Oui, bien sûr. Ouais. Le Hezbollah, pour parler de lui, apparaît dans un contexte où les chiites eux-mêmes s'appellent les défavorisés. Enfin, on les a qualifiés de lumpen prolétariat du Moyen-Orient. Et voilà, ils avaient aucune voix, quoi. Enfin, ils étaient pauvres. Le Hezbollah se crée aussi sur les décombres ou sur la... Il y a un autre parti avant, c'est Amal, qui essaye de fédérer politiquement les chiites au Liban, mais les compromissions de Amal avec les chrétiens, avec le gouvernement libanais, provoque en fait la création de ce Hezbollah qui tout d'un coup décide de défendre politiquement et militairement les siens, mais aussi parce que apparaît l'Iran de Khomeini et des mollahs, quoi. Tout d'un coup, le Hezbollah peut devenir cet État dans l'État, quoi. Tout d'un coup, devenir une vraie puissance quasi-étatique au sein du Liban, parce qu'il y a l'Iran un peu plus haut qui le finance, qui l'arme, qui l'entraîne et qui le soutient. Le Hezbollah, c'est pas simplement... C'est aussi ça, en parler du Hezbollah dans ce roman, c'est pas simplement une organisation terroriste... voilà, c'est aussi je mets des guillemets à tout ce que je dis, c'est un peu, mais c'est un parti politique qui a créé des hôpitaux à un moment où les chiites n'avaient pas accès aux soins, des écoles à un moment où les chiites n'avaient pas accès à l'éducation, une structure sociale dans un État libanais qui était failli, quoi, c'est un fail state pour certaines communautés, quoi. C'est-à-dire qu'ils n'aidaient pas les chiites. Les chiites étaient vraiment laissés pour compte, quoi. Donc voilà, il y a un contexte historique, social à la création du Hezbollah. C'est pas, je le répète, simplement une organisation terroriste, même s'ils ont des agissements terroristes. Et bon, voilà. Et pareil pour le djihadisme. Non que je soutienne ces mouvements, et d'ailleurs moi enfin bon, toute révolution qui a le sang versé m'apparaît perdue, mais enfin bon, le djihadisme aussi vient aussi d'un moment où l'État, que ce soit en Algérie, en Afghanistan, refuse d'entendre aussi une partie de sa population, qui est peut-être instrumentalisée d'ailleurs, mais qui dit cette partie de la population dit qu'elle préférerait avoir à la tête de son pays des religieux, parce que ça parle de pays aussi qui il n'y a pas de pluralisme politique, c'est des juntes militaires, voilà, tout n'apparaît pas comme ça, quoi. Enfin, c'est subtil. Enfin, l'histoire, c'est un truc, c'est pour ça que l'histoire me passionne et que je pense que c'est une matière très importante, quoi. Enfin, comprendre le monde, c'est quelque chose de très compliqué, et sans l'histoire, on ne comprend évidemment pas, quoi. Et alors, je passe un peu du coq à l'âne, mais dans les personnages fictifs, justement, il y a cette famille Nada, et entre autres, à travers eux, on peut avoir aussi le sentiment que c'est aussi le roman d'un conflit de génération. Ouais, mais ça l'est aussi. Effectivement, les Nada sont des maronites, et le père a participé à la création des phalanges chrétiennes avec Pierre Gemayel. Donc c'est lui qui a armé sa communauté, c'est lui qui a été prêt à faire la guerre aux Palestiniens, aux chiites, enfin bon, aux Syriens. Et ses fils, tout d'un coup, sont obligés de faire la guerre, d'une certaine manière. 2 d'entre eux décident de rester au Liban et de faire la guerre. Un 3e refuse de faire la guerre, parce que
Pour lui, ça n'a aucun sens, et surtout, il a peur, simplement. Donc, il part en France. Mais c'est une métaphore de ce qui s'est passé au Liban. Voilà, les pères ont commencé la guerre, et c'est les enfants qui la terminent. Et qu'est-ce qui se passe quand un gamin qui naît au début des années 70 et qui aura presque 20 ans en 90, quand il a connu que la guerre, qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Bien sûr, il y a des gens qui préféreront toujours la paix, même s'ils n'ont connu que la guerre, mais souvent, ça crée des germes qui vont prendre racine, si on peut dire. Et c'est pourquoi cette guerre, à mon avis, continue depuis les années 80, depuis 1990 et cette fin officielle de la guerre civile, quoi. Donc, roman générationnel, sans doute, ouais, parce que il y a souvent l'histoire du père et du fils. D'ailleurs, là, je viens tout d'un coup de voir trois de mes personnages qui ont un rapport compliqué à leur père ou à leur fils. Tac, 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 ouais, d'accord, je vois bien. Mais je dis ça, mais moi, je n'ai-je pas un rapport un peu compliqué avec mon père et n'ai-je pas peur d'en avoir plus tard avec mes fils? Ouais, peut-être finalement qu'on écrit jamais que sur soi, je sais pas. Voilà, j'ai l'impression que ça se finit toujours en espèce de séance de psychanalyse, de toute façon, les rencontres. Alors... Ah bah, moi j'ai une anecdote là-dessus. Ma compagne, quand elle lit mes romans et qui a une je vais dire un gros mot, quand elle voit un personnage féminin un peu trop sexy, un peu trop joli, elle me dit, mais c'est qui cette salope? Et elle me dit ça, et je lui dis, mais non, mais je l'ai inventé, ça. Et elle me dit, tu te fous de ma gueule, c'est qui c'est que t'as pris? Et ça me fait penser à cette phrase de Philippe Ross qui dit, je crois que c'est même pas lui qui l'a dit, enfin il l'a reprise, le romancier américain qui est mort il y a 2 ans là. Il dit, lorsqu'un écrivain naît dans une famille, cette famille est foutue. Et je pense qu'on s'inspire effectivement énormément de ce qu'on a autour aussi, au moins pour créer les personnages fictifs, et qu'on va vers des sujets aussi qui nous animent. Alors le titre du premier, je le trouve vraiment très beau, Nul ennemi comme un frère. Est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Ouais. J'ai de la chance que mes éditeurs me laissent choisir mes textes, j'espère. mes titres, mais ils pourraient en changer. Je crois que par contrat, ils ont le droit. Le fait est que c'est un truc que... Alors, je dis ça, mais on en essaye encore que Nul ennemi comme un frère, peut-être pas. Peut-être que ça nous est arrivé. Ouais. Le deuxième et le troisième, j'en ai proposé plein, quoi. J'en ai proposé des trucs et c'est compliqué. Le deuxième hein. est très bien aussi, mais le premier, il est particulièrement, je trouve que il y a quelque chose de particulièrement intriguant. Mais ce titre m'arrive. J'ai déjà commencé le bouquin lorsque je lis un poème indien et que nul ennemi tel un frère, et moi je le change comme un frère, et je me dis, mais cette phrase-là, elle résume bien ce que je raconte dans ce bouquin, quoi. Nul ennemi comme un frère, parce que les Libanais vont se faire la guerre entre communautés, donc quasi entre Libanais, mais plus encore, arrive un moment au milieu des années, après le milieu des années 90, où à l'intérieur des communautés, on va se faire la guerre. On sait qu'il y a eu plus de morts dans les affrontements à l'intérieur des communautés, par exemple entre les maronites, entre les chrétiens, ou entre les chiites, que entre les chiites et les chrétiens. Ce qui est dingue. Donc, nul ennemi comme un frère, ça c'est même poussé jusqu'à... C'est même pas que symbolique, c'est vrai, quoi. Enfin, on se faisait la guerre entre chrétiens ou chiites, et d'ailleurs les Palestiniens aussi. À un moment, il y a une partie qui lâche Arafat, qui va avec les Syriens, qui s'allie avec les chrétiens. À un moment, enfin, c'est compliqué. Enfin, c'est vraiment, oui, les frères se sont fait la guerre. C'est souvent le cas dans les guerres civiles, mais là, il y a quelque chose au Liban qui est assez terrible, assez terrible. Et voilà, non seulement un enfant qui a connu que la guerre, qu'est-ce qui devient adulte, mais type qui a fait une personne qui a fait la guerre à son frère, qu'est-ce qui lui reste, quoi. Enfin... Alors j'ai aussi une question, comme on a la chance d'avoir l'un des éditeurs dans la salle. Comment on édite, comment dire, parce que il me semble que tu as amené le manuscrit d'un seul bloc.
C'est ça, que tu l'as écrit, comment dire Ouais, c'était un roman à la base, mais là, ça aurait fait un roman de 1500 pages. Ouais, Et, c'est ça. et Sébastien nous expliquera comment il a passé quelques nuits blanches à imaginer comment on allait pouvoir sortir un truc de 1500 Comment pages. on se dépatouille de Surtout de sur ça une quand ça histoire arrive comme sur le bureau. Liban et tout ça. Bonsoir. Alors, d'abord, comment le point de départ, c'est de vouloir publier le travail d'un auteur. Frédéric, il vient, il nous explique, voilà, je veux faire ça. Alors, ça ne fait jamais 150 pages. Donc, c'est réglé par avance. C'est la deuxième fois qu'on publie une trilogie de son travail. Voilà. Donc, notre façon de travailler, c'est qu'on se met d'accord sur le projet. Frédéric, il arrive, il dit voilà, je vais travailler sur la guerre civile au Liban. Ok, donc nous, on va le publier. On se met d'accord sur une date de sortie qui peut être dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans. Ça dépend du travail qu'il fait. Et on est déjà d'accord sur ça. Ensuite, il écrit. Et moi, je ne me sens pas de lui dire il faudrait... pour être très concret aujourd'hui, ce qui marche, c'est d'écrire des romans de 250 pages. Voilà, si vous voulez vendre des livres, vous écrivez des romans de 250 pages. Ça, c'est ce qu'il faut faire. C'est la règle actuelle du succès. Voilà, c'est pas compliqué. Bon, alors avec Frédéric, c'est un peu raté. Donc, et en plus, il y en a 3. Alors, en fait, il fait son travail, nous, on retravaille, tout ça, on échange, blabla, on se met d'accord sur les titres et tout ça. Et le projet que vous avez, les 2 premiers tomes que vous savez sous les yeux, alors moi j'ai passé un moment, je voulais en faire 4 tomes, 7 tomes. On a réfléchi. J'ai un moment, pendant vraiment plusieurs mois, j'ai pas dormi. La nuit, j'arrivais pas à dormir et tout ça, j'arrivais pas à voir comment on allait séparer les livres. Je me suis dit, on va faire comme un feuilleton. On va faire 7. Donc, dans notre jargon, des semi-formats, c'est ni des poches ni des grands formats, c'est un peu entre les deux. Et on va en publier 1 par mois pendant 7 mois. Et puis après, je me suis dit, 7 mois, c'est complètement con. On va faire 6 mois, ce qui était encore complètement con. Et alors, je dis à Fred, on va faire 4 livres. Et après, je me dis, alors si on fait 4 livres, qu'on en publie 1 par trimestre, il y en a un qui va tomber en plein été. Donc, qui va lire un truc sur la guerre du Liban en plein été ? Personne, évidemment. Donc, tout ça, mais ça, c'était que moi. C'est pas le problème de Fred. Lui, son problème, c'est d'écrire. Et à un moment, on s'est dit, allez, voilà, là, c'est pas possible. Et puis, il faut regarder ce que les autres auteurs font, les autres éditeurs font, parce que notre responsabilité en tant qu'éditeur, c'est d'amener des textes, et le travail de Frédéric est relativement complexe. Donc, il faut l'amener dans les meilleures conditions de réception possibles. Moi, je suis dans un marché. J'ai des concurrents, il faut l'imposer auprès de journalistes, de libraires, il faut faire lire son travail et tout ça. Donc, il faut qu'on arrive qu'on ait une offre. Je ne vous parle pas des couvertures aussi. Ça a duré des semaines et des semaines et des semaines avec le graphiste avant qu'on arrive à ça. On s'est tapé des milliers de photos de la guerre, par exemple. Et en fait, au bout d'un moment, je ne sais pas combien de milliers de photos, on s'est aperçu que c'était complètement con. Toutes les photos étaient en noir et blanc. Et en fait, on avait l'impression que la guerre au Liban, ça s'était passé en 1222, en fait, alors que c'était il n'y a pas si longtemps. Et donc, d'un seul coup, le graphiste, ça faisait des mois qu'il se tapait des banques d'images. Bing, en 4 jours, il a sorti les couvertures. Et moi, j'étais complètement obsédé par le fait que ce soit aux couleurs du drapeau libanais, que ce soit... il y avait plein de trucs. Voilà. Et donc, on a en face, si vous voulez, l'éditeur n'est là que pour mettre en forme et en valeur le travail, et moi je considère que c'est ça notre travail, le travail de l'autrice ou de l'auteur. Donc c'est à nous de trouver une solution pour que ça arrive dans vos mains de la façon la plus agréable, la moins complexe. Non pas qu'on réduise la complexité, mais vous voyez, si j'avais eu cette merveilleuse idée de faire 6 tomes, c'est quand même vraiment, en tant qu'éditeur, c'est vraiment une idée profondément stupide. Vraiment, c'est difficile de faire pire.
voilà, mais je savais pas. Et puis et d'un seul coup, il y a une nuit, ça m'est apparu. Voilà, on va faire 3 tomes comme ça, aux couleurs du drapeau libanais, bling, bling, bling. Et après, il faut que j'explique à Frédéric qu'il me les coupe les tomes. Parce que c'est pas le tout. Je vais pas prendre 3 tomes et les arrêter là où ça m'arrange. Et sauf qu'on a eu de la chance là, parce que le texte a très peu été remanié. Enfin, je veux dire, on n'en a pas enlevé. On a quand même trouvé 2 moments. 2 moments qui se passaient au Liban et qui avaient un lien avec le Liban, mais qui touchaient à la France aussi. Clac, clac. Et c'était quand même un truc qui permettait... on parlait tout à l'heure de cliffhanger, c'est ça, c'est le terme. Ouais. Et effectivement, on a réussi. Là, sans toucher au texte, on s'est dit, mais putain. Et ça fait le nombre de pages idéal, quoi. C'est ce que j'allais dire, qui permet en plus de faire des tomes à peu près équivalents. Ouais. Je sais pas comment sera le Et un cliffhanger, en fait, c'est à la fin. Il faut que ça vous donne envie d'aller suivre le truc. Et donc, c'est un terme... Voilà, il faut qu'il y ait un rebondissement et bling. Oui, c'est rebondissement le terme français, c'est ça. Voilà. Et ce qu'on appelle, vous avez sans doute entendu ça 1000 fois, l'expression un page turner, qui est une expression américaine qui veut dire en bon français best-seller. Et en fait, c'est un page turner, c'est que là, sur les 3 lignes de la page de droite en bas, il faut qu'il y ait un truc qui vous oblige. La réponse, elle est là. Ouais, mais moi, c'est pas le cas quand même. Ne me fais pas flipper, quoi. Enfin, non. Ça, c'est ce qu'on appelle... Et généralement, cette technique est utilisée dans des romans dont vous oublierez le titre à la fin du roman. Vous aurez déjà oublié l'histoire. Voilà. Mais on a réussi à scinder en 3 là. Et, il a réussi, c'est son travail. Ouais. C'est lui qui est à féliciter. Oui, non, moi je tiens à rappeler quand même que. Moi je récupère les nuits blanches. Oui. Trouver la couverture. Sauf que j'ai de la chance d'avoir comme éditeur Agulot et Sébastien Vespizer et qui vont sur un sujet, enfin sur des sujets compliqués en trilogie dans le roman noir historique, c'est pas donné. Et ça fonctionne, quoi. Ça fonctionne, c'est du boulot, mais ça fonctionne. Et pour un auteur, c'est pas rien, quoi, d'être en confiance, d'être en discussion, d'être bon, voilà. Puis nous, on est et ça donne ça, quoi. Et puis effectivement, avec un projet ambitieux, il faut trouver un éditeur qui accepte en effet de suivre l'auteur dans un projet ambitieux. Ouais, voilà. Et c'est pas rien non plus, effectivement. J'ai une dernière petite question avant de passer la parole, si jamais il y a encore des questions dans le public. Mais bon, là, comme tu as fini de l'écrire, cette trilogie, donc c'est quoi la suite ? Ouais. La suite, je sais pas. D'abord là, je suis en ce qu'on appelle en promotion, quoi. Donc, en tournée, je bouge beaucoup. Il me faut quand même du temps pour écrire. D'abord parce que j'ai besoin de mon bureau et des bouquins autour et tout ça. Je suis pas un auteur qui peut écrire dans le train ou dans une chambre d'hôtel. Enfin, c'est pas du tout. En plus, j'y arriverai pas. Et donc, je suis en train de réfléchir à la suite. Ouais, j'ai rien arrêté, quoi. J'ai des idées. Okay. J'ai des idées, mais je peux pas en dire beaucoup plus. J'aimerais travailler un peu sur la classe ouvrière. Là, j'ai des idées, j'ai commencé, mais pas uniquement. Il y a 2 ou 3 autres trucs qui m'intéressent. Okay. J'ai des idées. Enfin, je dis ça, c'est bien, quoi. Je sais bien. Ouais, parce qu'on peut avoir un moment et se dire, mais j'ai tari le puits, quoi. Et qu'est-ce qui se passe, quoi. On dit à la boxe qu'on a un capital de victoire et tout ça. Et je me demande tout le temps si à l'écriture on a aussi un capital de bouquins et qu'à un moment on se dit, bah non. C'est épuisé, quoi. Mais non, moi, c'est pas le cas. C'est pas le cas. J'ai des idées, j'ai des envies, donc non, ça va. On est rassurés. Alors, est-ce que quelqu'un veut poser une question ? Alors déjà, je trouve ce qui est génial quand même, et merci à Agulot, et merci, c'est que de les sortir assez vite et les uns derrière les autres. Pas trop vite, mais assez vite. Parce que quand on attaque le 2, on a encore le 1 en tête.
et qu'il n'y a rien de plus frustrant que d'avoir des trilogies où on lit un bouquin, on attend la suite, on l'attend pendant 5 ans, et quand la suite qui arrive, on a lu tellement de trucs qu'on a oublié. Donc là, c'est génial. Et alors, c'est peut-être pas un page turner, comme tu dis, au sens où il a fait attention, mais enfin, on le lâche pas, ce bouquin, quoi. Quand on le prend, grâce aux personnages que tu mets là-dedans, grâce à des personnages réels qui, effectivement, sont presque plus romanesques que tes personnages fictifs. Et je voulais te poser juste une question sur un choix que tu fais, c'est qu'il y a des horreurs dans ce livre, et tu as choisi de ne pas les décrire. Et ça m'a beaucoup frappé à la fin du premier, enfin, vers la dernier tiers du premier, sur l'épisode Sabra et Shatila, où tu fais le choix de ne pas décrire ce qui se passe dedans. Tu décris, alors c'est... Ouais, c'est un choix. C'est un choix, mais qui est un peu, j'allais dire, rusé. Parce que, justement, ça crée une ouverture. Enfin, je veux dire... je vous parle de Sabra et Shatila, du massacre de plusieurs milliers de Palestiniens. Tout le monde s'imagine ce que ça peut être. Mais plus encore, moi j'aime bien... Alors je sais pas si décrire... Je suis pas Tarantino, par exemple, qui aime faire voir cette violence sans doute dans son esprit pour la critiquer, pour amener une critique. Moi, c'est pas mon truc. Je pense que le point qui se lève à la fin du chapitre, on sait qu'il va s'écraser sur le visage d'un personnage. Et ça permet aussi au lecteur de se faire son idée. Tant pis si on n'a pas la vraie image de ce qui s'est passé. On a la vraie terreur de ce qui a pu se passer. Et aussi parce que je travaille aussi sur une histoire récente dont les victimes, dont les familles des victimes, dont ceux qui ont été blessés, qui s'en sont sortis, qui sont traumatisés, tout ça, sont encore vivants. Parler de cette violence crue et tout ça, ça pourrait esthétiser, ça a un risque d'esthétiser la violence, de la rendre romanesque et tout ça, et ça serait aussi toucher à la mémoire de ces gens. Enfin, et puis à des gens qui viendraient me voir, mais non, ça s'est pas passé comme ça. Moi, je sais, j'ai perdu mon père, mon frère. Non. Enfin, c'est quelque chose d'un peu compliqué. Donc, c'est une position volontaire. Je pense pas que de montrer totalement la violence. Je dis ça, mais je pense des fois j'ai un fils qui a 14 ans là, donc voilà, les camps de concentration, tout ça. Et il a cette façon moi je l'avais quand j'étais gamin. Je me disais pourquoi ils nous font voir tous ces films sur la Shoah, quoi. Enfin, pourquoi, à quoi ça rime? Moi j'y étais pas. Qu'est-ce qu'ils essaient? Mais par contre je crois qu'il faut voir ces films. Il faut plus tard et tout ça. Mais je pense que ça a aussi une vertu. Non, dans mes romans, non, je le fais pas. Je pense que je l'explique assez. Tout d'un coup, il y a une espèce pour reprendre un mot, un climax aussi. On sait que ça va très très mal se passer. On sait aussi, quand je parle de Sabra et Shatila, quand même, à un moment, il y a un de mes personnages qui dit... ils arrêtent de tuer à l'arme, à la balle, si on peut dire, au fusil ou au pistolet. Non, on va passer aux hachettes, et aux machettes, aux hachettes, aux couteaux. Comme ça, il y aura un silence, quoi, un silence, et il y aura un silence sur tout ça, et la guerre finira enfin, quoi. Donc, on sait très bien qu'il va y avoir un massacre sans nom, quoi. Alors. D'une certaine manière, les images apparaissent et peut-être que je fais voir la violence, mais sans la nommer, quoi. C'est dans la tête du lecteur après que ça se passe, quoi. Suggérer, ouais. J'ai écrit des bouquins alors, où je parlais un peu plus de ça, mais sans pour autant sur le Rwanda, par exemple, sur le génocide au Rwanda, et c'est assez compliqué d'expliquer ce qui s'est passé en 100 jours au Rwanda en 94, à l'été 94, sans expliquer, comme disait Hartzfeld, cette saison de machettes. Donc j'ai écrit ma mère qui est
une lectrice, et elle se tient à lire mes bouquins parce que quand même son fils écrit des bouquins et ça veut dire beaucoup chez nous, quoi, enfin dans ma famille. Elle n'a pas pu. Je suis pas sûr que je décris par le menu toutes les exactions et tous les massacres, pas plus que Sabra et Shatila, mais il y avait une telle. Elle me disait non, je peux pas voir ça. J'ai commencé à lire alors je suis pas sûr pourtant d'avoir décrit les massacres à coups de machette. Par contre, elle les a vus, quoi. Elle les a vus quand même. Donc voilà, pas nécessaire d'aller plus loin. Ouais, parfois il naît dans la tête des lecteurs des images que j'ai pas dessinées. En gros. Bon, sinon je suis là et vous pouvez on va se parler. Et puis, j'allais dire voilà. Et puis, de toute façon, si tu acceptes de signer. Oui, oui, bien sûr, il y a mon éditeur qui est là. Non, je veux pas vendre de bouquins. Ça fait partie de cette fameuse tournée de promo et du contrat. Mais on peut discuter par contre. Merci beaucoup. Il s'agissait du romancier Frédéric Paulin, auteur des livres « Rares ceux qui échappèrent à la guerre » et « Nul ennemi comme un frère », publiés aux éditions Agulot, à la librairie Ombre Blanche à Toulouse, mercredi 5 mars 2025, lors d'une rencontre réalisée et mise en onde par Radio avec Radio Plus et Radio Terre.